Ça fait à peu près 40 ans que je pratique le métier du conseil. Je l'ai commencé dans un cabinet qui a été une école de conseil, qui est Bossard Consultant, qui a laissé une empreinte relativement forte dans notre pratique. C'était un cabinet qui donnait beaucoup de degrés de liberté aux consultants. Donc forcément, j'y étais très heureux. Dans le parcours, j'ai rencontré mon associé qui est là, et au fil du temps, de façon un peu dynamique et processuelle, nous avons vécu une fusion. Je vais faire court, et une fusion entre deux cabinets, un cabinet français et un cabinet anglo-saxon. Cette fusion a été au fond assez féconde, parce que nous avons tiré des ressources de pratiques anglo-saxonne face un peu industrielle, face à une pratique assez artisanale du conseil, passionnée par le métier et non totalement processée. Deuxième temps de notre parcours et de notre processus, une autre fusion entre un grand groupe de systèmes d'information, leader sur son marché, et les activités de conseil. À ce moment-là, bien évidemment, nous étions à l'épreuve d'une culture qui ne nous convenait plus. Et à ce moment-là, mon associé a été remercié d'une certaine façon. Nous étions l'un en face de l'autre, et je lui dis, il faut qu'on se casse. Se casser, et on a commencé à mûrir progressivement l'art et la manière dont on allait forger notre nouveau projet professionnel, qui a été l'occasion pour nous de nous réinterroger sur notre pratique et de faire mûrir, je dirais, un projet entrepreneurial. Alors, projet entrepreneurial, ça veut dire déjà se mettre en risque. Se mettre en risque dans une position excessivement confortable. Nous étions vice-présidents dans ce fameux cabinet qui portait des systèmes d'information. Donc, quitter une position confortable, c'était bien évidemment une mise, en question profonde. Nous étions au fond à peu près, nous avons créé au fond par connivence, par clin d'œil, qu'est-ce que tu fais toi, comment tu fais, etc. Donc tout ça a mûri au fil de l'eau. Et le premier acte, au fond un peu fondateur, c'est que mon associé m'a proposé d'aller faire le Kilimandjaro. Au fond, c'était symboliquement une mise à l'épreuve. Au fond, chaque fois qu'il y a création, il y a mise à l'épreuve. Et donc cet effet de basculement, on a tout laissé, on s'est mis au SMIC, forcément. Et on a commencé pendant à peu près 6 mois, 8 mois ou 1 an, je ne sais plus, à mûrir notre projet d'une façon un peu processuelle, silencieusement. Le silencieux est important dans ce processus. Vous ne connaissez pas encore François Julien et tous les concepts qu'il nous propose pour faire émerger, au fond, re-questionner notre métier. Sortez, alors pour ceux qui ont la culture du consulting, c'est le change management. Et on a commencé à basculer du change management. Alors moi, je supportais assez mal toutes les formulations anglo-saxonnes, et tout ce qui sort, je dirais, finissait en ing, m'agaçait prodigieusement. Et donc là, effectivement, on avait un bullshit merveilleux, et chaque fois qu'un de nos associés utilisait, je dirais, ces termes, il mettait dans les cagnottes un peu de sous pour porter en dérision tout ce langage qui n'avait pas de consistance. Donc, bien évidemment, il fallait revenir à notre langue. Et on a pensé effectivement à faire émerger non pas un cabinet anglo-saxon, mais un cabinet européen. Et dans nos réunions un peu de brainstorming, c'est pas par hasard qu'on s'appelle Kea, puisque c'est une île grecque. Voilà. Et donc ça, c'était effectivement, je dirais, dans la maturation, notre nom, mais aussi notre pacte. Alors, notre pacte est né d'une alliance de 5 associés, qui se connaissaient bien évidemment, je dirais depuis longtemps, qui avaient un système de valeurs venant de la culture professionnelle Bossard. Et au fil de l'eau, voilà, a convergé un groupe et on a créé un commun et un cabinet. Et on a travaillé, le plus grand travail que nous avons fait, c'est justement créer ce commun qui est notre pacte. Et ce pacte était au fond un premier acte de décoïncidence. On a créé un cabinet, non pas, je dirais, pour aller dans un enrichissement personnel ou partir dans un appétit de prédation, mais un cabinet pour le transmettre. Le mot transmission était le mot clé de notre sensibilité commune. Alors, transmettre quoi? Le pouvoir, l'avoir et le savoir. Alors, ça fait effectivement, je suis aujourd'hui en retrait de Kea,
Mon associé ne va pas tarder à l'être. Et donc, nous avons accompli notre projet dans ce sens. Alors, concrètement, se retirer de l'avoir, ça veut dire quoi? À 57 ans, nous n'avions plus le capital en main. C'est assez décoïncident pour une entreprise de conseil. Et en même temps, c'est un facteur clé de succès de notre croissance. Parce que dans les cabinets de conseil, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui un spin-off, pour appeler un spin-off, beaucoup, au fond, éclatent. Et on a été une des rares success stories, puisqu'aujourd'hui, on est positionné potentiellement parmi les premiers cabinets français. On a reconstitué je dirais, cette dynamique. Donc, le retrait à 57 ans du capital et au fil de l'eau, retrait du leadership, du pouvoir. Et on a fait émerger une nouvelle génération de leaders qui a elle-même la responsabilité de préparer la génération suivante. Alors, on ne connaissait pas... alors, c'est effectivement, ça a étonné, au fond, nos amis, nos confrères. Oui, c'est complètement fou de procéder ainsi. Et pourtant, ça a été le ressort et ce qui a donné de l'essor au cabinet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les cabinets de conseil, forcément, on gère des ambitions, on gère des talents, on gère des personnalités fortes. Et forcément, si on ne leur donne pas une perspective de leadership, c'est du capital intellectuel, il y a une évasion. Donc, il y avait là, d'une certaine façon, une façon de fidéliser ces forces-là. Et à 40 ans, vers 40 ans, ou même souvent avant, les conflits de projets s'expriment. Donc là, effectivement, tout le monde était porté, je dirais, par... Et au fil de l'eau, les créateurs du cabinet, les fondateurs du cabinet, se retiraient au fil de l'eau. Bon, pour ma part, je suis en retrait continu depuis sans doute ma naissance. Donc ça, c'est effectivement le premier pas de la fondation de notre pacte. Deuxième point, réinterroger le métier, revenir à la conceptualisation. Ça veut dire quoi, change management? Et au fond, on a fait une substitution de termes du changement vers la transformation. Et là, les apports de François Julien ont été assez féconds. Alors, on avait travaillé en amont d'une façon plus intuitive, mais la façon dont on a mis en regard l'un par rapport à l'autre, changement, posture héroïque, mobilisation, déterminisme. Voilà, je simplifie. La transformation, au fond, on n'a ni début, ni commencement. On n'est pas dans le postural, on est dans le processuel. Et du processuel, on est plutôt dans l'émergence. Créer les conditions de l'émergence. Et bon, la pratique du conseil, de fait, change. Donc, dans ce processus-là, il ne s'agit pas de proposer un modèle, etc., mais de travailler en amont les conditions, de nourrir les conditions. Ce qui advient découle des conditions qu'on a créées. Donc, dans cette pratique-là, il en découle le travail intense de ce que l'on fait en amont. Le pendant, on ne fait rien, justement. C'est un non-faire. Et là, deuxième concept utilisé, donc d'écart entre deux notions, donc on a retravaillé les concepts, du coup, les pratiques, forcément, évoluent. Deuxième point, dans la pratique du leadership, s'il y a l'héroïque, qu'est-ce qu'il peut y avoir en face? Et là, j'ai adoré, au fond, le concept de Wu Wei. Il n'y a pas de traduction dans notre langue. François l'a traduit d'une façon assez subtile. Justement, il a fait ce travail de donner de la vitalité à cette traduction. C'est ne rien faire. Très difficile de dire, dans une entreprise, ne rien faire, déjà. Mais de sorte que rien ne soit pas fait. Ça, c'est encore plus difficile à comprendre. Et pourtant, je dirais, cette notion du leadership, ça permet l'émergence. Et au fond, qu'est-ce qu'on a fait avec mon associé? On a fait émerger, au fond, toute une génération de consultants et on leur a donné une vitalité. Voilà. Donc, on a produit, au fond, du vital dans notre organisation. Et aujourd'hui, bon, elle a trouvé une place significative sur le marché. Autre point, quelle stratégie pour véhiculer les concepts de François Julien dans les organisations? Alors, effectivement, nous sommes des praticiens, du théologique, on va passer au pragmatique, donc c'est rendre concret tout ça. Au fond, on ne peut développer le concept de transformation silencieuse que d'une façon excessivement discrète. Dès qu'on se met dans une posture, dès qu'on se met dans une rhétorique, dès qu'on se met dans le logos, dès qu'on se met, c'est fini.
Parce qu'on produit de toute façon de la réaction ou de la non-écoute. Alors, dans le cabinet, c'était le premier travail qui était à faire, c'est de le faire d'une façon subtile, par itération, par sec, par capillarité. Et au fil de l'eau, je n'étais pas, je dirais, celui qui militait pour le concept de transformation silencieuse. D'abord, ce n'était pas audible. Donc, j'étais souvent caricaturé, transformation silencieuse, transformation invisible, comment on vend ça, bon, c'était, etc. Mais au fil de l'eau, la légitimité que l'on peut avoir, c'est pas par le discours, c'est même pas par la pédagogie, c'est de faire ça avec un client. Et donc, par connivence, au fond, on ne vend pas la transformation silencieuse, parce qu'on parle comment vendre la décoïncidence, mais je vais développer, et nous développerons la décoïncidence dans les organisations. Et le processus a déjà commencé. Parce que le potentiel de situation aujourd'hui est là pour générer, qu'on le veuille ou non, de la décoïncidence. Elle va arriver. Parce qu'effectivement, il y a plein d'accidents qui vont se produire partout dans les organisations, etc. Donc la décoïncidence va émerger, mais on peut, au fond, la canaliser, la catalyser et l'inscrire dans les institutions. Alors, il y a certaines entreprises qui le font sans en avoir conscience. Les entreprises de luxe, par exemple, tentent de s'approprier en partie l'art et de dire, voilà, on va mettre en face, je dirais, notre institution, des fondations qui portent de l'art, etc. Et on essaye de faire des ateliers, etc., où l'art commence à interroger, à faire bouger des lignes. Donc, il y a de l'intuition, mais maintenant, passer d'une expérience, c'est-à-dire d'être décoïncidents, qui sont souvent, je dirais, des artistes ou des créateurs, comme Galliano, par exemple, qui arrivent, même Bernard Arnault ne pouvait pas, voilà, donc il est obligé de faire avec. Donc, il y a des êtres décoïncidents, et il y en a beaucoup dans les organisations. La question, c'est de faire le passage à l'institutionnel. Comment rendre le concept de décoïncidence institutionnel, collectif? C'est ça, effectivement, le plus difficile. De même que comment faire passer la conscience de la transformation silencieuse que, intuitivement, beaucoup de personnes peuvent avoir. La puissance du concept, c'est qu'on peut en faire un outil collectif. Donc, tout le monde a l'intuition de la décoïncidence, etc. Donc, le concept vient renforcer et donner des éléments de langage pour une pratique. Donc, la transformation silencieuse, elle se pratique sans le dire. Elle se pratique sans le dire, et en amont, il faut créer les conditions avec un président, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut le pratiquer, sinon on ne peut rien faire. Donc un président ou quelqu'un qui a un leadership, pour d'abord le sensibiliser en amont, c'est au fil d'une relation de confiance que l'on peut installer ce genre de pratique. Voilà. Ça, c'est d'abord en amont. On ne peut pas vendre, bien évidemment, on ne peut pas vendre, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas ne pas créer des conditions. Oui, on peut créer des conditions par itération, et il faut faire mûrir, je dirais, le système cognitif des interlocuteurs qui sont les nôtres. Alors, comment je procède? Moi, je rencontre beaucoup de personnes et je transmets la pensée de François Julien. Non pas, je ne fais pas de conférences, j'aime pas ça, j'aime pas être exposé, j'aime pas ma visibilité, j'aime pas la visibilité d'une façon générale, parce qu'elle nous démunit. La visibilité nous démunit. On est tous piégés par la visibilité. Et moi, j'ai peur de ça. C'est pour ça que je dis ne me torturez pas, parce que être exposé, c'est se rendre, au fond, vulnérable pour transformer. Plus particulièrement aujourd'hui dans toutes les organisations. Donc ça se fait d'une façon subtile. Il faut avoir des ruses, des stratagèmes, créer des conditions. Comment j'ai fait passer la pensée de François Julien? Au fond, c'est les circonstances qui l'ont permis. François Julien intervenait dans une université d'un de mes clients. Je récupérais le groupe après. Il me disait, ça aurait été bien qu'on commence par le jeu de Go, au lieu que François Julien nous explique la Chine. Bon, je lui dis, voilà, un bon vecteur pour transmettre silencieusement je dirais ce que nous dit le jeu de Go, et qu'il fait apparaître de la culture asiatique, par l'expérience, par la situation, non pas par, je dirais, le verbe. Et donc, au fil de l'eau, une fois que ça s'est acquis, on peut inviter François Julien. Personne ne s'en aperçoit. Après, on regarde le plan stratégique exposé, ok, c'est super le plan stratégique, bon, écoutez, on va faire une partie de Go et on va voir quel type de lecture, de pratique on va avoir. Parce que le plan stratégique, forcément, c'est une position d'une équipe, leadership, qui a élaboré un modèle, et voilà, le contextuel n'est pas pris. Alors que, justement, c'est comment, je dirais, la logique que sous-tend, c'est stratégie et tactique, c'est simultané, puisque le contexte évolue en permanence.
Donc c'est d'intégrer en permanence à la fois le potentiel de la situation tel qu'il est, cette lecture qui est excessivement complexe. Comment on lit un potentiel de situation? Il faut avoir une méthode, des lunettes, des pratiques, des outils, une façon de questionner. Et donc ça, c'est effectivement dans les procédés. Il faut avoir effectivement... le système cognitif, il est ce qu'il est. Et il faut effectivement créer des situations, plutôt des situations que de repasser par la logorée, la rhétorique, le logos. Alors moi, je suis assez prudent, je dirais, avec ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai du mal à être dans ces postures. C'est pour ça que je te disais, bon, ne torture pas, parce que la posture est pas, je dirais, ne me convient pas, en fait. Voilà. Parce que comment je procède? Moi, c'est des petits déjeuners. Je rencontre 500 personnes à peu près dans l'année, et je leur parle de François Julien, bien évidemment. Il me disait, Marc, tu travailles pas assez. Voilà. Et donc, je travaille, voilà, mais silencieusement. Et le vital, je dirais, trouve toute sa force par le silencieux. Est-ce que l'on nous parle des champignons tous les jours qui font que le végétal puisse vivre? Personne n'en parle. Hein, voilà. Donc, je dirais, il y a un système silencieux qui est très actif et qui crée le vital. Mais on n'a pas les éléments de langage, on n'a pas les lunettes, on n'a pas l'observation. Donc voilà. Donc quelques repères pour au fond dire qu'on a créé une organisation qui, alors j'aime pas le terme ADN, mais qui a un brin, je dirais de caractéristiques où la décoïncidence est. Alors je trouve que le concept est puissant, intéressant, distingue effectivement de l'innovation, donc on remet un peu de l'ordre. Donc comment aujourd'hui la question pratique, parce qu'on est des praticiens, installer, intégrer, fertiliser les stratégies de transformation, parce que notre métier relève de la stratégie de transformation. Et dans la stratégie de transformation, il y a le maniement de la transformation silencieuse, le maniement de la décoïncidence, et au fond, élaborer et d'outiller, parce qu'on est des artisans aussi, il faut outiller le concept pour le passer dans la pratique. Mais j'ai totalement confiance. D'abord, le potentiel de situation est totalement là. Les crises et les accidents, de fait, produiront de toute façon de la décoïncidence. Mais pouvons-nous élaborer une stratégie de décoïncidence? Je suis généralement défini comme optimiste. Oui, on peut élaborer des stratégies de décoïncidence. Mais bon, il faut effectivement faire avec les systèmes cognitifs qui caractérisent notre pensée et créer des fissures, des tactiques de fissures pour apporter un peu je dirais installer la vie, parce que la vie, elle s'installe bien dans les fissures. Voilà, de façon rapide, synthétique, ce que je peux dire de notre expérience de la décoïncidence. Et le mot nous donne plus de puissance. Voilà. Et donc, on est en train de créer les conditions d'un bon usage de ce concept pour produire des décoïncidences et non pas des coïncidences, pour ne pas idolâtrer les mots, parce qu'à partir du moment où on commence à faire basculer un mot dans l'idéologie, on ne peut plus opérer. Il est mort. Voilà. Et donc, quand nous avons fait un grand coup de balai au bullshit, pour faire émerger du vivant, parce que les mots étaient morts, tous les mots étaient morts. Le mot, vous me reprochez les mots du management, c'est vrai qu'ils sont dévitalisés, donc il faut revitaliser, et il faut revenir à la source, et François vitalise les mots avec magie, avec poésie, avec... On va s'arrêter sur ces mots-là, en tout cas. Merci beaucoup.